Il la pensait insignifiante, juste une paire de mains pour servir le vin millésimé et nettoyer leur désordre. Quand l'arrogant milliardaire Omar Delacroix regarda Léa et se moqua, la traitant de déchet dans une langue qu'il pensait qu'elle ne comprenait pas, il fit la plus grande erreur de sa vie. Il ignorait que la femme tenant le plateau n'était pas qu'une simple serveuse. C'était un fantôme d'un passé qu'il avait tenté d'enterrer. Et elle ne parlait pas seulement anglais. Elle parlait la langue de sa destruction. Regardez jusqu'à la fin pour voir comment 6 langues, une trahison et un verre brisé ont tout changé. C'est le karma instantané à son apogée. Le tintement des couverts contre la fine porcelaine au Bristol, le restaurant sur le toit le plus exclusif de Paris, résonnait toujours comme un compte à rebours pour Léa. C'était le son de l'argent qu'elle n'avait pas, mangé par des gens qui s'en moquaient. Léa ajusta le col de son uniforme noir rigide. Il était une taille trop grande, pendant lâchement sur sa silhouette élancée, la faisant paraître encore plus fragile qu'elle ne se sentait. Son badge, légèrement de travers, indiquait Léa. Mais pour la clientèle du Bristol, elle n'avait pas vraiment de nom. Elle n'était qu'un mécanisme qui livrait le filet mignon et remplissait l'eau pétillante. « Table 4 a besoin d'attention », siffla Thierry, le maître d'hôtel, à son oreille en passant, sans ralentir son pas. « Les VIP sont arrivés. Ne gâche pas tout, Léa. Le propriétaire nous surveille ce soir. » Léa hocha la tête, les yeux baissés. « Oui, Thierry. » Elle savait qui était à la table 4. La réservation avait fait parler tout le personnel de cuisine l'après-midi. Omar Delacroix, un homme dont la fortune se discutait en milliards, pas en millions. Il était à Paris pour conclure un accord qui allait redessiner l'horizon de la ville. Il était jeune, incroyablement beau de cette manière cruelle et inaccessible, et connu pour un tempérament qui pouvait mettre fin à des carrières d'un claquement de doigts. Assis en face de lui se trouvait Gauthier. Léa sentit un frisson froid lui parcourir l'échine quand elle avait vu le nom sur la liste des réservations plus tôt. Gauthier manquait distinctement d'un nom de famille dans le système de réservation, mais tout le monde le connaissait. C'était un requin en costume 3 pièces, un investisseur français spécialisé dans les OPA hostiles. Léa prit une profonde inspiration, lissant son tablier. Elle saisit la bouteille de Château Margaux 2015, une bouteille qui coûtait plus cher que son loyer pour les 6 prochains mois, et s'approcha de la table. La vue depuis la table 4 était époustouflante, surplombant l'étendue scintillante de Paris, mais les hommes à la table n'avaient aucun intérêt pour la ville. Ils étaient enfermés dans un concours de regards. Omar Delacroix était assis dans une posture décontractée qui hurlait la dominance. Il portait un costume bleu marine Brioni qui lui allait comme une seconde peau, une montre Patek Philippe en platine captant la lumière des bougies à son poignet. Gauthier, plus âgé avec des cheveux argentés et un visage creusé par trop de whisky coûteux, semblait tendu. « Eh bien, messieurs, » dit Léa, sa voix douce, entraînée à être discrète, « puis-je vous servir le vin ?» Aucun des hommes ne la regarda. C'était comme si un fantôme avait parlé. Omar Delacroix agita la main d'un geste dédaigneux, un geste que l'on pourrait utiliser pour chasser une mouche. Il ne rompit pas le contact visuel avec Gauthier. Léa s'avança, sa main ferme. Elle commença à verser le liquide rouge profond dans le verre en cristal d'Omar. Elle se concentra sur la tâche, la technique de versement parfaite qu'elle avait pratiquée pendant des heures. Tourner le poignet, attraper la goutte avec la serviette, parfait. Alors qu'elle se déplaçait vers le verre de Gauthier, Omar Delacroix parla enfin. Mais il ne parla pas à Gauthier et il ne parla pas en anglais. Il se pencha en arrière, prit une gorgée de vin et passa à l'arabe rapide, sa voix basse et moqueuse. « Regardez cet endroit », dit Omar Delacroix à Gauthier en arabe, ses yeux glissant sur Léa avec un regard d'ennui total. Ils facturent 10 000 € pour un steak, mais ils embauchent du personnel qui sent le métro. Léa se figea juste une microseconde. Sa main tenant la bouteille tressaillit. Une seule petite goutte de vin rouge s'échappa du goulot de la bouteille et atterrit non pas sur la nappe, mais sur le bord même du bouton de manchette de Gauthier.
C'était une erreur microscopique, mais au Bristol, c'était un crime capital. Gauthier claqua sa main sur la table. « Imbécile maladroite !» Léa tressaillit, retirant la bouteille. « Je suis tellement désolé, monsieur. Je vais chercher un Perrier tout de suite. »« Éloignez-vous de moi !» aboya Gauthier, s'essuyant la manche comme si le vin était de l'acide. Omar Delacroix ricana. C'était un son rauque et profond. Il regarda Léa pour la première fois, ses yeux sombres se rétrécissant. Il vit les fils s'effilocher de son col, le cuir râpé de ses chaussures de travail bon marché et l'épuisement sous ses yeux. Il changea de langue, à nouveau, cette fois en français. Il supposait, naturellement, qu'une serveuse à Paris pourrait connaître l'anglais et peut-être l'espagnol, mais certainement pas le dialecte de l'élite parisienne. « Elle ressemble à une souris effrayée », dit Omar Delacroix à Gauthier en français, souriant, ses dents blanches et cruelles. « C'est pathétique. Les gens comme ça, ils sont à peine humains. Ils existent pour nous servir, et ils ne peuvent même pas faire ça correctement. » Gauthier, qui parlait apparemment assez de français pour comprendre, rit nerveusement, désireux de plaire aux milliardaires. « Difficile de trouver de l'aide de qualité, Omar. Vous savez comment c'est en France. Tout le monde se prend pour une star. » Léa resta là, la lourde bouteille à la main. Son cœur martelait sa poitrine comme un oiseau en cage. Une souris effrayée, à peine humaine. Les mots la brûlaient. Mais ils ne brûlaient pas parce que c'étaient des insultes. Ils brûlaient parce qu'elle comprenait chaque syllabe. Elle connaissait l'arabe parce que son père avait été en poste à Dubaï pendant 6 ans. Elle connaissait le français parce que sa mère était née à Lyon. Elle baissa la tête, jouant son rôle. « Je vais chercher le maître d'hôtel, monsieur. »« Faites cela, » dit Omar Delacroix, repassant à l'anglais, sa voix dégoulinante de dédain. « Et dites-lui que je veux un serveur qui connaît la différence entre une table et une poubelle. » Léa se retourna et s'éloigna. Le trajet jusqu'à la cuisine lui sembla 1 kilomètre. Son visage brûlait, mais ses yeux étaient secs. Pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait besoin de ce travail. Les factures médicales de son père s'empilaient sur le comptoir de leur petit appartement à Montreuil. La maison de retraite menaçait d'expulsion. Elle poussa les portes battantes pour entrer dans la cuisine bruyante et chaotique. « Mais que s'est-il passé ?» demanda Thierry, voyant son visage. « J'ai versé une goutte », murmura Léa. Thierry ferma les yeux et se pinça l'arête du nez. « Mon Dieu, aidez-moi. Restez ici. Ne retournez pas là-bas. J'enverrai Baptiste. » Léa s'adossa au comptoir froid en acier inoxydable, fermant les yeux. Elle pouvait encore entendre le rire d'Omar Delacroix dans sa tête, à peine humaine. Si seulement il savait qui elle était vraiment. Si seulement il savait qu'il y a 5 ans, avant le scandale qui avait détruit sa famille, elle s'était assise à des tables comme celle-là. Elle avait porté de la soie, pas du polyester. Mais cette vie était révolue. Maintenant, elle n'était que la bonne à tout faire, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. 20 minutes plus tard, la situation à la table 4 avait changé. L'atmosphère n'était plus seulement arrogante, elle était conspiratrice. Baptiste, le serveur de remplacement, était revenu à la cuisine, l'air pâle. « Ils m'ont renvoyé, » dit-il à Thierry. « Ils ont dit qu'ils voulaient de l'intimité, ils discutent de l'affaire Méridien. » Léa releva la tête d'un coup sec. L'affaire Méridien. C'était un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. C'était le projet qui avait ruiné son père. Un vaste projet d'infrastructure internationale impliquant des routes maritimes en Méditerranée. Son père, Armand Dubois, avait été le consultant principal jusqu'à ce qu'il soit piégé pour détournement de fonds. Il avait perdu sa réputation, son argent et finalement, après l'AVC, son esprit. Et l'homme qui avait témoigné contre lui, l'homme qui avait fourni les faux documents, Léa ne connaissait pas le nom à l'époque. Elle savait seulement qu'il était un requin en pleine ascension. Elle regarda à travers la petite fenêtre ronde de la porte de la cuisine. Elle regarda Gauthier, le regarda vraiment, les cheveux argentés, le tic nerveux de sa mâchoire. C'était lui. Gauthier était l'homme qui avait détruit son père. Et maintenant, il était assis là, sur le point de signer un accord avec Omar Delacroix.
Une froide et dure résolution s'installa dans l'estomac de Léa, remplaçant la peur. Ce n'était plus seulement un mauvais service, c'était le destin. « Thierry, » dit Léa, sa voix étonnamment ferme, « Baptiste ne peut pas gérer la table 4. »« Et vous le pouvez » ricana Thierry. « Vous avez failli ruiner le costume du monsieur. »« Baptiste ne parle pas allemand, » dit Léa. Thierry la regarda, confus. « Quoi ?»« Ils viennent de passer à l'allemand, » mentit Léa, ou à moitié menti. Elle connaissait le dossier de Gauthier. Il aimait utiliser des avocats allemands pour cacher des biens. Je les ai entendus demander de l'eau pétillante en allemand quand je suis passé. Si Baptiste y va et ne comprend pas, ils seront insultés. Vous savez comment sont les clients internationaux. Thierry hésita. Il regarda la cuisine affairée, puis Baptiste, qui tremblait d'anxiété. Il regarda Léa. « Vous parlez allemand ?»« Couramment, » dit Léa. « Et l'arabe, le français, l'italien et le mandarin. » Thierry cligna des yeux. Pendant une seconde, il regarda sa serveuse comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Puis le stress du coup de feu du dîner prit le dessus. « D'accord, mais si vous faites tomber une chose de plus, Léa, ne vous embêtez pas à revenir pour vos pourboires. » Léa attrapa un pichet d'eau glacée fraîche. Elle vérifia son reflet dans la surface métallique. Elle ne ressemblait plus à une souris. Elle ressemblait à une chasseuse. Elle retourna en salle. Le restaurant bourdonnait, mais le bruit s'estompa en arrière-plan alors qu'elle s'approchait de la table 4. Elle se déplaçait silencieusement, remplissant leur verre sans qu'on le lui demande. Ce faisant, elle écoutait. Il ne parlait pas allemand. Il parlait anglais, mais il parlait en code. Un jargon commercial destiné à dérouter les étrangers. Mais ensuite, un troisième homme les rejoignit. Un homme petit et chauve, avec une mallette. « Ah, monsieur Schneider, » dit Gauthier, « pile à l'heure. » La connexion allemande était donc réelle. Les trois hommes commencèrent à parler. Monsieur Schneider, l'avocat, ouvrit un dossier épais de documents. Il parla dans un allemand juridique rapide. « Les contrats sont structurés comme vous l'avez demandé, Gauthier, » dit monsieur Schneider, tapotant le papier. « La responsabilité est entièrement cachée dans la filiale. Si l'affaire tourne mal, Delacroix assume 100% des pertes. Vous repartez avec la commission instantanément. » Léa se tenait près de la station de service, à seulement 1,50 m, pliant des serviettes. Son cœur battait la chamade. C'était une arnaque. Une classique arnaque à la société écran. Gauthier vendait à Omar Delacroix un actif toxique et utilisait la barrière linguistique et les complexités juridiques pour le cacher. Omar Delacroix prit le contrat. Il fronça les sourcils. Il regarda Gauthier. « Mon allemand est rouillé, » admit Omar Delacroix en anglais, « mais mon équipe a examiné le résumé. »« Le résumé est exact, » sourit Gauthier, son visage un masque d'amabilité. C'est une clause de responsabilité standard, Omar, juste une protection juridique pour nous deux. Puis M. Schneider marmonna quelque chose en allemand sous son souffle. À peine audible. C'est comme prendre un bonbon à un enfant. Gauthier réprima un sourire narquois. Omar Delacroix regarda les papiers, stylo à la main. Il était sur le point de signer pour des millions. Il était sur le point d'être humilié, tout comme son père l'avait été. Léa serra le pichet d'eau. Elle détestait Omar Delacroix. Il était arrogant, cruel, et l'avait traité comme de la saleté. Il méritait de perdre son argent. Il méritait de ressentir le coup de l'échec. « Laissez-le signer », lui chuchota une voix dans sa tête. « Laissez-le brûler. C'est le karma pour la façon dont il vous a traité. » Elle regarda le stylo planer au-dessus du papier. L'encre était sur le point de couler. Mais ensuite, elle regarda Gauthier, l'homme qui avait piégé son père, l'homme qui souriait, ce sourire de serpent. Si Omar Delacroix signait cela, Gauthier gagnerait, il deviendrait plus riche. Il détruirait une autre victime, l'ennemi de mon ennemi et mon opportunité. Léa fit un choix. Elle ne se dirigea pas vers la table comme une servante. Elle se dirigea vers la table comme une égale. Elle ne versa pas d'eau. Elle posa sa main fermement sur le contrat, couvrant la ligne de signature. Le silence à la table fut instantané et assourdissant.
Omar Delacroix leva les yeux, ses yeux écarquillés de choc et de rage. « Que croyez-vous faire? Retirez vos mains sales de mes papiers !» Gauthier se leva, son visage devenant violet. « Maître d'hôtel, mettez cette folle dehors d'ici. » Léa ne broncha pas. Elle regarda directement dans les yeux sombres et furieux d'Omar Delacroix. « Vous ne voulez pas signer ça, monsieur Delacroix ?» dit-elle, sa voix claire et portant à travers la section silencieuse du restaurant. « Excusez-moi ?» siffla Omar Delacroix, sa voix dangereusement basse. « Vous êtes une serveuse, vous servez l'eau, vous ne parlez pas. » Je suis une serveuse qui sait que Schuldübernahme, à la section 4, paragraphe 2, ne signifie pas responsabilité standard, dit Léa, pointant le texte allemand qu'elle couvrait. Monsieur Schneider laissa tomber son stylo. Il tomba avec un cliquetis sur l'assiette en porcelaine. Omar Delacroix se figea. « Quoi ?» Léa passa à un allemand impeccable et rapide, s'adressant directement à monsieur Schneider. « Vous devriez vraiment être plus prudent, conseiller. La section 4 transfère toutes les dettes historiques de la société Écran à l'acheteur immédiatement après la signature. Vous lui vendez une coquille vide en faillite, pas une route maritime. » La bouche de monsieur Schneider s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il eut l'air d'avoir vu un fantôme. Léa se tourna vers Omar Delacroix, repassant à l'anglais. « Il ne s'associe pas avec vous, monsieur. Il vous refourgue un actif toxique. Si vous signez ça, vous perdrez 200 millions de dollars d'ici demain matin. » Gauthier s'élança. « Elle ment, elle est folle. C'est juste une employée mécontente. » Omar Delacroix ne regarda pas Gauthier. Il regarda Léa. L'arrogance s'estompait de ses yeux, remplacée par une intelligence vive et calculatrice. Il regarda sa main sur le papier, puis son visage. « Vous parlez allemand ?» demanda Omar Delacroix. « Et arabe ?» dit Léa, son regard s'endurcissant. « C'est pourquoi je sais que vous pensez que je ressemble à une souris effrayée. Et je sais que vous pensez que mes chaussures sont bon marché. » Omar Delacroix grimpa. Pour la première fois de la soirée, le milliardaire parut embarrassé. Mais Léa continua. « Mes chaussures bon marché se tiennent actuellement entre vous et la plus grande erreur financière de votre carrière. Alors, voulez-vous continuer à m'insulter ou voulez-vous lire la section 4 ?» Tout le restaurant regardait. Thierry, le maître d'hôtel, était figé près de la porte de la cuisine, la mâchoire pendante. Omar Delacroix tendit lentement la main. Il ne repoussa pas la main de Léa. Il souleva délicatement le coin du papier qu'elle retenait. Il regarda le texte allemand. Il sortit son téléphone, prit une photo du paragraphe et l'envoya à quelqu'un. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. Omar Delacroix regarda l'écran. Son visage devint pâle, puis rouge de fureur. Il se leva lentement. C'était un homme grand, dominant Gauthier. « Gauthier !» dit Omar Delacroix, sa voix terrifiante de calme. « Pourquoi mon traducteur me dit-il que cette femme a absolument raison ?» Le silence au Bristol ne dura pas longtemps. Il fut rompu par le bruit de Gauthier se dépêchant de ramasser ses papiers, le visage luisant de sueur. « C'est un malentendu, Omar !» bredouilla Gauthier, reculant alors que le grand milliardaire s'approchait. « Clause standard, mes avocats. Ils ont dû utiliser un ancien modèle. Je n'avais aucune idée. »« Vous n'aviez aucune idée », répéta Omar Delacroix, sa voix résonnant sur les murs de verre. « Vous êtes assis ici, vous buvez mon vin, vous souriez à mon visage, et vous tentez de voler 200 millions de dollars. Vous me prenez pour un imbécile ?» Omar Delacroix attrapa la bouteille de Château Margaux, la même que Léa avait failli laisser tomber plus tôt. Il ne la versa pas, il la laissa simplement tomber, directement sur la mallette ouverte où Gauthier avait fourré les contrats. La bouteille se brisa à l'intérieur de l'étui en cuir. Le vin rouge imbiba les documents, les dossiers et la tablette de Gauthier. « Vous êtes fini, » dit Omar Delacroix, sa voix glaciale. « Je vous mettrai sur liste noire de toutes les banques à Paris, Londres et Dubaï. Si je vous revois dans ma ville, je vous ferai arrêter pour fraude. » Gauthier fixa sa mallette ruinée, tremblant de rage. Il leva les yeux, son regard se posant sur Léa, la peur dans ses yeux disparut, remplacée par une haine pure et venimeuse. « Vous !»
cracha Gauthier, pointant un doigt tremblant vers elle. Espèce de petite racaille de serveuse, vous vous croyez maligne. Vous n'avez aucune idée à qui vous venez de vous frotter. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. Je pense que vous avez assez de problèmes à régler, Gauthier, répliqua Léa, sa voix ferme, malgré l'adrénaline qui traversait son corps. Les agents de sécurité, alertés par l'agitation, arrivèrent enfin. Ils escortèrent un Gauthier balbutiant et un monsieur Schneider terrifié hors du restaurant. Les convives regardaient, impressionnés. C'était le genre de scène généralement réservée aux films, se déroulant juste devant leur salade. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent sur Gauthier, Omar Delacroix se retourna vers Léa. La rage disparut de son visage, remplacée par un regard d'intense curiosité. Il la regarda de haut en bas, la voyant vraiment pour la première fois. Non pas comme une servante, mais comme une personne. « Vous m'avez sauvé une fortune », dit doucement Omar Delacroix. « Pourquoi ? Parce que c'est un menteur », dit simplement Léa, « et je n'aime pas les menteurs. » La plupart des gens seraient restés silencieux, nota Omar Delacroix. « Vous avez risqué votre travail. » Avant que Léa ne puisse répondre, Thierry, le maître d'hôtel, arriva en furie. Son visage était un masque de panique et de fureur. Il ne regarda pas Omar Delacroix. Il regarda directement Léa. « Sortez !» siffla Thierry. Léa cligna des yeux. « Quoi ? Vous êtes viré !» dit Thierry, sa voix tremblante. « Vous avez humilié un client VIP. Vous avez provoqué une scène. Vous avez perturbé toute la salle. Regardez ce désordre. Je viens de sauver monsieur Delacroix d'une fraude, argumenta Léa, submergée par le choc. Je me fiche que vous ayez sauvé le pape, cria Thierry, perdant son sang-froid. Gauthier est un habitué. Il amène des clients ici toutes les semaines. Vous venez de coûter des milliers d'euros de futures réservations à ce restaurant parce que vous n'avez pas pu tenir votre langue et verser de l'eau. Donnez-moi votre tablier. Sortez maintenant. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds, viré. Juste comme ça, les factures médicales lui vinrent à l'esprit, le loyer, les médicaments de son père. Sans ce travail, elle serait sans ressources en une semaine. Elle tendit la main derrière son cou pour détacher son tablier, ses mains tremblantes. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant ces gens. Elle n'est pas virée. Une voix grave coupa la tirade de Thierry. Thierry se figea. Il se tourna lentement pour faire face à Omar Delacroix. « Excusez-moi, monsieur, » couina Thierry. « J'ai dit qu'elle n'était pas virée, » dit Omar Delacroix, boutonnant sa veste de costume, « parce qu'elle démissionne. » Omar Delacroix se tourna vers Léa. « Vous parlez 6 langues ?»« Oui, » dit Léa, tenant son tablier. « Allemand, arabe, français. Quoi d'autre ?»« Italien, mandarin et espagnol, » énuméra-t-elle. « Et je peux lire le portugais. » Omar Delacroix hocha la tête, un petit sourire impressionné jouant sur ses lèvres. « Et comprenez-vous les affaires ou seulement la traduction ?»« Mon père était dans la finance, » dit Léa prudemment. « J'ai grandi en lisant des bilans. »« Bien, » dit Omar Delacroix. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une lourde carte métallique noire. Ce n'était pas une carte de crédit, c'était une carte de visite avec un gaufrage doré. « J'ai besoin d'une assistante de direction. La mienne est incompétente et elle ne parle pas allemand. Soyez à mon bureau demain à 8 la tour de la Croix, rue de la Paix, dernier étage. » La mâchoire de Thierry tomba si bas qu'elle faillit toucher le sol. « Monsieur, » bredouilla Thierry, « elle est juste une... Elle est actuellement la seule personne dans cette pièce que je respecte, » interrompit Omar Delacroix, ses yeux brillants. Il se tourna vers Léa. « Le salaire de départ est de 150 000 euros par an, plus les primes. Est-ce acceptable ?» Léa eut le souffle coupé. C'était plus de 3 fois ce qu'elle gagnait ici. Cela paierait tout. Cela sauverait son père. « Oui, » souffla Léa. « C'est acceptable. »« Bien, » dit Omar Delacroix. « Portez quelque chose de professionnel, et Léa ? Oui ? Ne soyez pas en retard. » Il se retourna et quitta le restaurant, son entourage le suivant.
Léa resta seule au centre de la salle à manger, serrant la carte noire. Thierry la fixa, son visage un mélange de jalousie et de regret. Léa dénoua son tablier, le plia soigneusement et le plaça sur la table 4. « Je démissionne », dit-elle à Thierry. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle quitta une pièce la tête haute. La tour de la Croix était un monolithe de verre et d'acier qui perçait le ciel parisien. C'était une forteresse de richesse. Léa se tenait dans le hall à 7h45 du matin. Elle avait passé toute la nuit à se préparer. Elle avait fouillé au fond de son placard pour retrouver ses vieux vêtements, des reliques de sa vie d'avant le scandale. Elle trouva une jupe crayon gris anthracite et une blouse en soie crème qui avaient d'une manière ou d'une autre survécu aux années. Elles étaient légèrement démodées, peut-être d'une saison ou deux, mais elles étaient de haute qualité. Elle tira ses cheveux en un chignon strict et lisse et appliqua le dernier de son bon rouge à lèvres. Elle ne ressemblait plus à une serveuse. Elle ressemblait à Léa Dubois, fille d'Armand Dubois. Elle tapota la carte noire qu'Omar Delacroix lui avait donnée contre le tourniquet de sécurité. Le voyant devint vert. Accès autorisé. Le trajet en ascenseur jusqu'au 90e étage lui fit siffler les oreilles. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans une zone de réception qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un bureau. Des sols en marbre blanc, des sculptures abstraites, et une vue sur le jardin des Tuileries qui coûtait des millions. Une femme était assise à la réception. Elle était d'une beauté époustouflante, avec des cheveux blonds coiffés en vagues parfaites, et un tailleur qui coûtait plus cher que toutes les économies de Léa. Son badge indiquait Sophie, responsable du bureau exécutif. Sophie leva les yeux, balayant Léa d'un œil critique. Elle vit les vieux vêtements, elle vit la détermination, et elle n'aimait pas ça immédiatement. « Puis-je vous aider ?» demanda Sophie, sa voix douce et mielleuse, mais froide en dessous. « Je suis Léa. Monsieur Delacroix m'a demandé de le rencontrer ici à 8 heures. » Sophie haussa un sourcil. « Monsieur Delacroix est en conférence téléphonique avec le conseil d'administration. Il n'a pas de rendez-vous sans préavis. »« Ce n'est pas un rendez-vous, » dit Léa, tendant la carte noire. « Je suis la nouvelle assistante de direction. » Sophie fixa la carte, son masque parfait se fissurant une seconde. « Vous ? Mais je n'ai pas approuvé d'embauche. Je gère tout le personnel pour Omar. »« Apparemment, il s'en est chargé lui-même, » dit Léa calmement. Avant que Sophie ne puisse argumenter, les doubles portes du bureau intérieur s'ouvrirent. Omar Delacroix sortit, l'air fatigué mais affûté. Il était suivi de 3 hommes en costume qui semblaient stressés. Omar Delacroix vit Léa. Il s'arrêta, il la regarda, remarquant le changement de tenue. Il hocha la tête, satisfait. « Vous êtes en avance, » dit Omar Delacroix. « Bien. »« Ah, qui est-ce, Omar ?» demanda Sophie, se levant, un sourire forcé collé sur son visage. Elle prétend être la nouvelle assistante exécutive. « Elle l'est, » dit Omar Delacroix, ne regardant pas Sophie. « Sophie, installez-la au bureau devant mon bureau. Donnez-lui un ordinateur portable et l'accès au serveur. »« Mais Omar, » protesta Sophie, sa voix montant légèrement, « nous ne l'avons pas examinée. Nous n'avons pas de CV. Pour tout ce que nous savons, elle pourrait être une espionne d'entreprise. Vous ne pouvez pas simplement embaucher un étranger dans la rue. » Omar Delacroix se tourna lentement vers Sophie. « Elle m'a sauvé 200 millions de dollars la nuit dernière pendant que vous étiez à un cours de pilates, Sophie. Elle reste. Si vous avez un problème avec ça, vous pouvez partir. » Sophie ferma la bouche instantanément, son visage virant au rose. « Bien sûr, Omar. Je vais l'installer. » Léa suivit Omar Delacroix dans son bureau. Il était immense, dominé par un bureau en acajou foncé. « Ne vous installez pas, » dit Omar Delacroix, s'asseyant et ouvrant immédiatement un dossier. « Nous avons une crise. Les fournisseurs italiens pour les poutres en acier du projet de Dubaï menacent de faire grève. Ils disent que nous avons manqué un paiement. Je sais que non. Je dois vous demander de les appeler. »« Maintenant ?» demanda Léa. « Hier ?» claqua Omar Delacroix, sans lever les yeux. « Le contact est Giuseppe Rossi. Il crie à Naples en ce moment.
Il refuse de parler anglais à mon équipe parce qu'il dit que nous sommes des Français arrogants. Réglez ça. Léa n'hésita pas. Elle ne demanda pas de script. Elle ne demanda pas de permission. Elle se dirigea vers le bureau latéral, décrocha le téléphone et composa le numéro international indiqué sur le dossier. Elle mit le haut-parleur pour qu'Omar Delacroix puisse entendre. Le téléphone sonna 2 fois. Une voix grave et en colère répondit en italien. « Que voulez-vous? Je vous ai dit plus d'acier, tant que je ne vois pas l'argent. » Léa prit une inspiration et passa à un dialecte napolitain impeccable, plus rude, plus rapide et plus émotionnel que l'italien standard. C'était le dialecte que sa grand-mère avait utilisé lorsqu'elle était en colère. « Signor Rossi, » dit Léa, sa voix perçante et autoritaire, « arrêtez de crier, ça vous donne des rides et ça vous fait ressembler à une poissonnière. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Omar Delacroix arrêta de taper et leva les yeux. « Qui est-ce » demanda Rossi, confus. « C'est la femme qui regarde le reçu du virement bancaire en ce moment même, » mentit Léa en douceur, improvisant. « L'argent a quitté notre banque il y a 3 jours. Le problème n'est pas nous, Rossi. Le problème est que votre banque à Naples traite les fonds internationaux comme une tortue avec une patte cassée. Maintenant, voulez-vous continuer à crier ou voulez-vous que je vous envoie par email le code de confirmation SWIFT pour que vous puissiez aller crier sur votre propre banquier ?» Rossi bredouilla. « Vous avez le code. »« Je l'ai ici même, » dit Léa. « Et si vous retardez l'expédition d'un jour de plus, Monsieur Delacroix annulera le contrat et achètera l'acier à l'Allemagne. Les Allemands ne crient pas, Rossi. Ils expédient, c'est tout. » Une pause. Puis la voix de Rossi revint complètement changée, respectueuse. « Envoyez le code, signora. Si la banque l'a, l'acier part ce soir. »« Grazie, Giuseppe, » dit Léa, et raccrocha. Elle regarda Omar Delacroix. Omar Delacroix était penché en arrière sur sa chaise, la fixant. La pièce était silencieuse. « Vous parlez le dialecte napolitain » demanda-t-il. « Ma grand-mère était de Sorrento, » dit Léa. Elle avait du caractère. « Vous venez de sauver le calendrier d'un gratte-ciel d'1 milliard de dollars en moins de 2 minutes, » dit Omar Delacroix en secouant la tête. Sophie a essayé de le joindre pendant 3 jours. Sophie a probablement essayé de le charmer en anglais, dit Léa. Des hommes comme Rossi ne veulent pas de charme, ils veulent du respect. Parler sa langue montre du respect. La parler plus durement que lui montre du pouvoir. Les yeux d'Omar Delacroix s'adoucirent. Il se leva et contourna le bureau, s'appuyant sur le bord, croisant les bras. « Qui êtes-vous, Léa » demanda-t-il doucement. « Vraiment ? Une serveuse qui connaît les lois bancaires internationales et parle des dialectes de Naples, qui connaît les arnaques aux sociétés écrans. Vous n'êtes pas juste une embauche aléatoire. » Léa se figea. C'était la partie dangereuse. Si elle lui disait qu'elle était la fille d'Armand Dubois, il pourrait la virer. Le scandale était toxique. « Je suis juste quelqu'un qui est attentive, » dit Léa, esquivant. « Je ne vous crois pas, » dit Omar Delacroix, s'approchant. « Mais je m'en fiche. Pas encore. Vous avez un travail à faire. » Soudain, la porte s'ouvrit en grand. Sophie se tenait là, l'air triomphant. Elle tenait une tablette. « Omar, » dit Sophie, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. « J'ai fait une vérification d'antécédents sur votre nouvelle assistante miracle. Je pense que vous devez voir ça. » Le sang de Léa se glaça. Sophie s'approcha et plaça la tablette sur le bureau d'Omar Delacroix. Son nom n'est pas seulement Léa. C'est Léa Dubois, comme dans La fille d'Armand Dubois, l'homme qui a détourné des millions du fonds de pension il y a 5 ans. Sophie sourit d'un air suffisant à Léa. C'est la fille d'un criminel, Omar. Elle est probablement ici pour vous voler, tout comme son papa. Omar Delacroix regarda la tablette. Il vit les vieux articles de presse, les photos du père de Léa menottées, les gros titres hurlants. Il leva les yeux vers Léa. Son visage était illisible. La chaleur qui était là un instant auparavant avait disparu, remplacée par le masque de pierre froide du milliardaire.
Est-ce vrai? Demanda Omar de la Croix. Léa se tint droite. Elle ne broncha pas. Oui, Armand Dubois est mon père, mais il n'a pas volé cet argent. Il a été piégé par l'homme avec qui vous avez failli faire affaire hier soir. Gauthier. Mensonge, ricana Sophie. Gauthier est un investisseur respecté. Votre père est mort en escroc déshonoré. Oh, attendez, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est dans un établissement public parce que vous ne pouvez pas vous permettre un privé. Ça suffit, Sophie, dit brusquement Omar de la Croix. Il regarda Léa. Vous avez menti par omission. Vous ne m'avez pas dit qui vous étiez. Vous n'avez pas demandé, dit Léa. Vous avez demandé si je pouvais faire le travail. Je viens de prouver que je le peux. Je ne peux pas vous faire confiance, dit Omar de la Croix, sa voix basse. Dans ce métier, la réputation est tout. Si les gens découvrent que mon assistante est une Dubois, alors virez-moi, le défia Léa. Retournez auprès de Sophie. Laissez-la gérer Rossi. Laissez-la gérer les Allemands. Voyez combien d'argent vous perdrez la semaine prochaine. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Sophie souriait, sûre de sa victoire. Omar de la Croix regarda entre les deux femmes, l'exclue capable et mystérieuse, et la loyaliste sûre et incompétente. Il prit la tablette, il regarda la photo d'Armand Dubois, puis il regarda Léa. « Sortez !» dit Omar de la Croix. Sophie rayonna. « Vous l'avez entendu, Léa, faites vos affaires. »« Pas elle !» dit Omar de la Croix, regardant Sophie. « Vous, Sophie, sortez de mon bureau. » Le sourire de Sophie disparut. « Quoi ? J'ai besoin de parler à Léa seule, dit Omar de la Croix. Fermez la porte derrière vous. » Sophie sortit en claquant la porte si fort que les fenêtres en tremblèrent. Omar de la Croix se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. « Gauthier a piégé votre père ?» demanda Omar de la Croix, le dos tourné. « Oui, » dit Léa. « Gauthier et un groupe d'autres. Ils ont utilisé mon père comme bouc émissaire pour cacher leur propre perte. J'ai passé 5 ans à essayer de le prouver, mais je n'avais pas l'argent ni l'accès. » Omar de la Croix se retourna. « Et maintenant, vous voulez utiliser mes ressources pour mener votre guerre. »« Je veux faire mon travail, » dit Léa. « Mais si je réussis à abattre Gauthier en chemin, n'est-ce pas bon pour vous aussi? Il a essayé de vous voler hier. » Omar de la Croix sourit. C'était un sourire dangereux, de requin. « Je vous aime bien, Léa Dubois. » Il dit. « Vous êtes dangereuse. Gardez le poste, mais soyez prévenus. Si jamais vous me mentez à nouveau, je vous détruirai moi-même. »« Marché conclu, » dit Léa. « Bien. » Omar de la Croix vérifia sa montre. « Maintenant, nous avons un déjeuner d'affaires, et celui-ci est délicat. C'est avec la délégation chinoise. Ils sont très traditionnels. Ils n'aiment pas faire affaire avec les femmes. »« Je parle mandarin, » lui rappela Léa. « Je sais, » dit Omar de la Croix. « Mais savez-vous jouer au mahjong ?» Léa sourit. « Monsieur de la Croix, mon père m'a appris à compter les cartes quand j'avais 6 ans. Je ne me contente pas de jouer, je gagne. »« Alors, allons-y, » dit Omar de la Croix, attrapant sa veste. « Il est temps d'apprendre au monde que Léa Dubois est de retour. Le pavillon de Jade n'était pas un restaurant. C'était un club privé réservé aux membres, dans le quartier chinois, caché derrière une porte rouge sans enseigne. À l'intérieur, l'air était épais du parfum des cigares coûteux et du thé au jasmin. Omar de la Croix et Léa étaient assis d'un côté d'une table carrée en palissandre. En face d'eux se trouvait Monsieur Chen, le chef du consortium de construction chinois, et son neveu Antoine, un jeune homme qui regardait Omar de la Croix avec une hostilité ouverte. La réunion se déroulait mal depuis 1 heure. « Monsieur de la Croix, » dit Antoine en parfait anglais, traduisant pour son oncle, « mon oncle estime que votre entreprise est trop agressive. Vous voulez construire le port en 18 mois. Nous disons 3 ans. La qualité prend du temps. » Omar de la Croix serra la mâchoire. « 18 mois est la norme pour mon équipe. Nous avons le capital. Nous avons besoin de votre main-d'œuvre et de vos permis. »
Monsieur Chen se pencha en arrière, soufflant sur un cigare. Il dit quelque chose en mandarin à son neveu. C'était rapide, marmonné et dédaigneux. Antoine sourit d'un air suffisant et se tourna vers Omar Delacroix. « Mon oncle dit que le calendrier est impossible. Il suggère que nous ajournions. » Léa, assise silencieusement avec un bloc-notes, ne bougea pas. Mais elle avait entendu ce que M. Chen avait réellement dit. Il n'avait pas dit que le calendrier était impossible. Il avait dit « Ce prince du désert est désespéré. Il a besoin de cet accord pour sauver le cours de son action. Nous le faisons traîner, et la semaine prochaine nous pourrons lui facturer le double. » Omar Delacroix semblait prêt à partir. Il détestait être ralenti. « Dites à votre oncle que s'il ne peut pas gérer le calendrier, je trouverai un autre partenaire. » Monsieur Chen rit quand Antoine traduisit cela. Il tapota les tuiles de mahjong sur la table. « Monsieur Delacroix, » traduisit Antoine, « mon oncle suggère une partie. En affaires, comme au mahjong, il faut savoir quand se coucher et quand pousser. Si vous gagnez, nous faisons l'affaire à vos conditions. Si nous gagnons, vous nous payez le double. » Omar Delacroix regarda les tuiles. Il ne savait pas jouer. C'était un piège. « J'accepte, » dit Léa. Tout le monde se figea. Monsieur Chen regarda la femme qu'il avait ignorée tout l'après-midi. « Léa, » prévint Omar Delacroix, chuchotant. « Savez-vous ce que vous faites? La valeur du contrat est de 400 millions. »« Faites-moi confiance, » chuchota Léa en retour. Elle regarda Antoine. « Je jouerai pour Monsieur Delacroix. » Antoine rit. « Une secrétaire jouant contre Maître Chen, c'est une insulte. »« Ce n'est une insulte que si je perds, » répondit Léa en mandarin. Non pas le mandarin scolaire d'une étudiante, mais le dialecte net et formel des tribunaux d'affaires de Pékin. Si je gagne, c'est une leçon. Distribuez les tuiles. Les yeux de M. Chen se rétrécirent. Le cigare s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Il hocha lentement la tête. Le jeu commença. Le cliquetis des tuiles était le seul son dans la pièce. Léa joua vite, agressivement. Elle construisit son mur de tuiles avec la précision d'un chirurgien. Elle regardait les yeux de M. Chen, pas ses mains. Pendant qu'ils jouaient, M. Chen et Antoine parlèrent ouvertement en mandarin, supposant que les connaissances de Léa se limitaient à des phrases simples. « Elle joue comme une enfant, » marmonna Antoine. « Elle accumule les tuiles de bambou. Elle laisse son centre ouvert. » « Ne soyez pas trop sûr de vous, » grogna Chen. « Elle a des yeux de faucon. » Léa garda son visage impassible. Elle accumulait le bambou, mais c'était une feinte. Elle les attirait. 20 minutes plus tard, la tension était insupportable. Omar Delacroix transpirait légèrement, regardant les piles d'argent représentées par les tuiles en plastique. Monsieur Chen sourit. Il tendit la main pour placer une tuile. « Pong !» annonça-t-il. Il était à un coup de la victoire. Antoine sourit à Omar Delacroix. « Préparez votre carnet de chèques, monsieur Delacroix. » Léa regarda le plateau. Elle regarda Chen. « Vous avez raison, monsieur Chen, » dit-elle en anglais. « Le prince du désert est désespéré, mais le désespoir rend les gens dangereux. » Elle tendit la main et claqua une seule tuile sur la table. C'était le dragon blanc. « Mahjong, » dit Léa doucement. Monsieur Chen fixa la table. Il compta les tuiles. Une main parfaite, une séquence de 13 orphelins, l'une des mains les plus rares et les plus difficiles à construire. Elle ne l'avait pas seulement battu, elle l'avait humilié. Le silence s'étira pendant 10 secondes. Puis Monsieur Chen rejeta la tête en arrière et rit, un rire fort et retentissant. Il frappa dans ses mains. « Bien !» cria-t-il en anglais. « Très bien !» Il regarda Omar Delacroix. « Vous avez une femme intelligente, Delacroix, une femme dangereuse. Nous faisons l'affaire. 18 mois. » Omar Delacroix expira un souffle qu'il ignorait retenir. Alors qu'il quittait le club, l'air frais de la nuit leur frappant le visage, Omar Delacroix s'arrêta sur le trottoir. Il regarda Léa. « Vous l'avez bluffé, » dit Omar Delacroix, un sourire traversant son visage. « Vous avez bluffé le négociateur le plus coriace de Shanghai. » « Il a sous-estimé la secrétaire, » dit Léa en haussant les épaules.
Tout le monde le fait toujours. Omar Delacroix la regarda, les lumières de la rue se reflétant dans ses yeux sombres. Pendant un instant, la barrière entre patron et employé s'amincit. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. « Pas moi », dit doucement Omar Delacroix. « Plus maintenant. » Le cœur de Léa fit un bond. Elle sentit une attraction, une tension magnétique entre eux, mais elle recula. Elle ne pouvait pas oublier pourquoi elle était ici. « Nous devrions faire signer le contrat, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « C'est vrai, dit Omar Delacroix, reculant, s'éclaircissant la gorge. « Les contrats ?» Mais la victoire fut de courte durée. Alors qu'il montait dans le SUV noir, le téléphone d'Omar Delacroix vibra avec une notification, puis une autre, puis une centaine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léa, voyant son visage pâlir. Omar Delacroix leva le téléphone. C'était une notification push des Échos. Flash info. Le milliardaire Delacroix embauche la fille d'un ancien criminel déshonoré. Les investisseurs paniquent. L'article contenait tout. Le nom complet de Léa, la photo d'identité judiciaire de son père et une citation d'une source anonyme disant que Léa avait accès au compte sensible de Delacroix. « C'est Gauthier », murmura Léa. « Il a découvert. »« Mon action chute », dit Omar Delacroix, regardant les chiffres sur son écran devenir rouge. 5% en 10 minutes. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Léa sentit les murs se refermer sur elle. « Je dois démissionner. C'est la seule façon d'arrêter l'hémorragie. » Omar Delacroix la regarda, ses yeux durs. « Non !»« Omar, écoutez-moi, plaida-t-elle. Je suis un poison pour votre marque. Si vous me virez, l'histoire meurt. Vous pouvez dire que vous ne saviez pas. »« J'ai dit non !» grogna Omar Delacroix. « Gauthier veut m'isoler. Il veut que je vous jette au loup pour pouvoir nous éliminer un par un. Je n'abandonne pas mes gens. »« Je ne suis pas vos gens, » dit Léa. « Je suis un passif. Ou vous êtes ma partenaire, » dit fermement Omar Delacroix. « Et nous allons faire la guerre. » Le lendemain matin, la tour Delacroix était assiégée. Des journalistes campaient dans le hall. Les téléphones ne cessaient de sonner. Léa était assise dans le bureau d'Omar Delacroix, les stores tirés. Elle se sentait comme la souris effrayée qu'Omar Delacroix l'avait autrefois appelée. Mais cette fois, la peur alimentait une rage froide. « C'était Sophie, » dit Léa. Omar Delacroix leva les yeux de son ordinateur portable. « Quoi ? La fuite ?» Léa expliqua. « L'article mentionne des détails de mon dossier personnel. Seuls vous et Sophie aviez accès à ce dossier. Vous ne l'avez pas divulgué. C'était elle. » Omar Delacroix décrocha son téléphone de bureau. « Sécurité. Escortez Sophie hors du bâtiment. Saisissez son ordinateur portable maintenant. » Il raccrocha le téléphone. « Ça règle la fuite, mais ça ne résout pas le problème. Le conseil d'administration veut que vous partiez, Léa. Il menace de geler mes actifs si je ne vous vire pas d'ici midi. » Gauthier est derrière la panique du conseil, déduisit Léa. Il les pousse. « Nous avons besoin d'un levier, » dit Omar Delacroix. « Nous devons frapper Gauthier plus fort qu'il ne nous a frappés. » Léa se leva et se dirigea vers le tableau blanc. Elle commença à dessiner une chronologie. « Mon père, » commença-t-elle, « quand il a été piégé, il y avait un grand livre, un carnet noir physique, où Gauthier gardait les vrais comptes. Il ne l'a jamais détruit, il est trop arrogant. Il le garde comme un trophée. »« Où est-il » demanda Omar Delacroix. « Pendant 5 ans, je ne savais pas, » dit Léa. « Mais hier soir, quand j'ai piraté les dossiers de la société Écran de Gauthier, ne me regardez pas comme ça. J'ai appris quelque chose sur le dark web. J'ai trouvé un paiement récurrent pour un coffre-fort de haute sécurité. »« Un coffre-fort de banque ?»« Non, » Léa se tourna vers lui. « Un coffre-fort privé dans son penthouse. Il le garde près de lui. »« Nous ne pouvons pas pénétrer dans un penthouse, Léa. C'est un crime. Je suis un milliardaire, pas Batman. Nous n'avons pas besoin d'y pénétrer, » dit Léa. « Nous sommes invités. » Elle glissa une invitation glacée sur le bureau.
Elle était arrivée par la poste du matin, adressée à Omar Delacroix, le gala d'hiver, organisé par Gauthier Holdings. Ce soir, 20h, le Penthouse au sommet. Il m'a invité pour se vanter, réalisa Omar Delacroix. Il veut que je vienne et que je lui baise la bague. Il pense que je suis vaincu. Exactement, dit Léa. Il s'attend à ce que vous veniez seul, humble et implorant la pitié. Il ne s'attend pas à ce que vous m'ameniez. Si vous entrez là-bas, la presse vous dévorera vivant, prévint Omar Delacroix. Laissez-les faire, dit Léa. Pendant que tout le monde regarde le scandale de l'année, la serveuse et le milliardaire, personne ne regardera la bibliothèque. La bibliothèque? Les plans de son penthouse montrent une pièce sécurisée derrière la bibliothèque. C'est là que se trouve le coffre-fort. J'ai besoin de 10 minutes. Et comment comptez-vous pénétrer dans un coffre-fort biométrique? Demanda Omar Delacroix, sceptique. Je parle 6 langues. Léa sourit. Mais ce n'était pas un sourire heureux. L'une d'entre elles est le code, mais j'ai besoin d'un accès physique. J'ai besoin de son empreinte digitale. Son empreinte digitale? Laissez-moi faire, dit Léa. Vous, contentez-vous de le distraire. Mettez-le en colère. Et quand Gauthier est en colère, il devient négligent. Le gala d'hiver était un océan de diamants, de champagne et de faux sourires. L'élite de Paris s'était réunie pour célébrer sa propre richesse. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, la pièce devint silencieuse. Omar Delacroix sortit. Il ressemblait à un roi dans un smoking de velours noir, et à son bras, portant une robe rouge sang qui épousait chaque courbe, se trouvait Léa Dubois. Elle ne ressemblait pas à une fille déshonorée. Elle ressemblait à une reine, la tête haute, son maquillage impeccable, ses yeux vifs. Un murmure parcourut la foule. L'audace. Gauthier se tenait au centre de la pièce, un verre de whisky à la main. Quand il les vit, son sourire vacilla une seconde, puis revint plus large et plus cruel qu'auparavant. Il s'approcha, entouré de ses courtisans. « Omar !» tonna Gauthier. « Et laide, je dois dire. Vous avez du culot de l'amener ici. »« J'emmène mes amis où je veux, Gauthier, » dit doucement Omar Delacroix. « Amis ?» Gauthier rit. « C'est comme ça qu'on appelle les passifs ces jours-ci. J'ai entendu dire que votre action a chuté de 2 points supplémentaires. Triste. » Léa s'avança. Elle se tint face à l'homme qui avait ruiné sa vie. « Bonjour, Gauthier, » dit-elle. « Léa, » ricana-t-il. « Moi ici pour remplir mon verre, ou cherchez-vous une nouvelle proie maintenant qu'Omar coule ?»« Je suis là pour vous donner une chance de confesser, » dit Léa assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Gauthier rit, un son rauque et aboyeur. « Confesser quoi? D'être un succès? D'avoir piégé Armand Dubois ?» dit Léa. Gauthier se pencha près. Il sentait l'eau de Cologne chère et la pourriture. « Écoutez-moi, petite racaille des égouts » siffla-t-il à son oreille. « Personne ne se soucie de votre père. Je l'ai enterré. Et ce soir, je vais vous enterrer. J'ai des images de sécurité de vous piratant mes comptes. Je vais les remettre à la police dès que le dessert sera servi. » Le cœur de Léa martela. Il bluffait. Il devait l'être. « Profitez de votre soirée, Gauthier, » dit-elle. Elle tendit la main et lui tapota la poitrine, juste au-dessus de sa poche de cœur. « Ce pourrait être votre dernière en tant qu'homme libre. » Elle retira sa main sur son pouce, cachée par une couche de peau synthétique transparente, se trouvait une réplique parfaite de l'empreinte latente qu'elle venait de prendre sur son verre de vin lorsqu'il l'avait posé sur un plateau de passage. « Excusez-moi, » dit Léa, « j'ai besoin de me repoudrer le nez. »« Ne prenez pas trop de temps, » dit Omar Delacroix, croisant son regard. « Les requins tournent. » Léa s'éloigna, la robe rouge flottant derrière elle comme une traînée de sang. Elle n'alla pas aux toilettes. Elle se glissa derrière un lourd rideau de velours et dans le couloir de service. Elle connaissait l'agencement. À gauche, à droite, au fond du couloir, la bibliothèque. Elle entra dans la pièce sombre. Elle sentait le vieux papier et le cuir. Elle se dirigea vers la bibliothèque sur le mur est. Elle trouva le faux livre, L'art de la guerre, un cliché. Elle le tira. L'étagère cliqua et s'ouvrit.
Derrière elle se trouvait une porte en acier avec un scanner biométrique. C'est ça. Léa pressa son pouce enduit de l'empreinte relevée contre le verre. Bip. Accès refusé. Léa se figea. « Allez !» murmura-t-elle. Elle ajusta l'angle. Peut-être que la trace n'était pas assez nette. Elle pressa à nouveau. Bip. Accès refusé. Zut, siffla-t-elle. Elle entendit des pas dans le couloir. Quelqu'un arrivait. Il ne lui restait qu'une chance. Elle se souvint de quelque chose, des vieilles leçons de son père sur Gauthier. C'est un narcissique. Il ne fait confiance à rien d'autre qu'à lui-même, mais il aime sa voix. Ce n'était pas seulement un scanner d'empreintes digitales, c'était aussi activé par la voix. Elle entendit les pas s'arrêter, juste devant la porte. Léa ferma les yeux. Elle pensa à la voix de Gauthier, le ton nasal, l'accent arrogant. Elle avait un don pour les langues, mais aussi pour le mimétisme. Elle se pencha vers le microphone. « Ouvrez !» dit-elle, baissant sa voix, ajoutant le rauque grinçant d'un fumeur de 60 ans. « Autorisation Alpha 1 !» La machine entendit « Clic, accès autorisé !» La lourde porte d'acier s'ouvrit. Léa se glissa dans le coffre-fort. Il était petit, tapissé de coffres-forts, et là, posé sur un piédestal au centre, se trouvait le grand livre noir. Elle le saisit, ses mains tremblaient. C'était ça, la preuve. Elle se tourna pour partir. Mais alors qu'elle sortait du coffre-fort, les lumières de la bibliothèque s'allumèrent. Léa se figea. Assis dans le fauteuil en cuir, tenant un pistolet silencieux, se trouvait Gauthier. Il n'était pas à la fête. « Là, vous pensiez vraiment que ce serait si facile ?» demanda Gauthier, pointant l'arme sur sa poitrine. « Je savais que vous viendriez chercher le livre, Léa. Je vous ai invité. » Il se leva, armant l'arme. « Pensiez-vous vraiment pouvoir me déjouer ? Je parle la seule langue qui compte dans ce monde. » Gauthier sourit. « Le pouvoir. Posez le livre, » ordonna-t-il. « Et ensuite dites au revoir. »« Dites au revoir. » siffla Gauthier, son doigt se resserrant sur la gâchette. Léa ne supplia pas. Elle fixa le panneau de sécurité derrière lui. « Vous avez oublié une chose, Gauthier. J'ai lu le manuel d'installation. » Elle cria un seul mot en russe. « Zashchita !» C'était le code de désactivation d'urgence. Le coffre-fort reconnut la commande vocale, et la pièce plongea instantanément dans l'obscurité, remplacée par des lumières d'urgence rouges, aveuglantes et stroboscopiques. Bang! Gauthier tira sauvagement dans la confusion, la balle brisant un vase, alors que Léa plongeait derrière le lourd bureau en chêne. Avant qu'il ne puisse tirer à nouveau, les portes de la bibliothèque explosèrent vers l'intérieur. Omar Delacroix chargea, n'attendant pas les agents fédéraux armés derrière lui. Il ne ressemblait pas à un PDG, il ressemblait à un homme possédé. « Laissez tomber !» cria l'agent. Des lasers dansant sur la poitrine de Gauthier. Aveuglé par les stroboscopes et dépassé en nombre, Gauthier laissa tomber l'arme. Les menottes claquèrent, scellant son destin. Alors qu'il traînait le milliardaire hurlant, Omar Delacroix se précipita vers Léa, la serrant dans une étreinte écrasante. « Je vous avais dit d'attendre le signal », souffla Omar Delacroix, sa voix tremblante alors qu'il lui tenait le visage. « J'ai vu une ouverture », murmura Léa, serrant le grand livre noir contre sa poitrine. Je l'ai saisi. 2 semaines plus tard, les marches de la Cour de cassation grouillaient, mais cette fois, les gros titres appartenaient à Armand Dubois, entièrement disculpé grâce aux preuves que Léa avait obtenues. Gauthier faisait face à 20 ans de prison. Alors que les caméras clignotaient, une limousine noire s'arrêta. Omar Delacroix abaissa la vitre arrière, plus beau que jamais. « Prêt à partir ?» demanda-t-il. « Au bureau ?» demanda Léa, se glissant sur le siège en cuir. « À l'aéroport », sourit Omar Delacroix, lui tendant un nouveau dossier. « Nous avons une crise à Tokyo et j'ai besoin d'un partenaire qui parle japonais. » Léa prit sa main, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. « Je réviserai pendant le vol. »« Bien, » murmura Omar Delacroix embrassant ses jointures, « parce que nous avons une longue vie devant nous pour apprendre le reste. »
Et c'est ainsi que Léa Dubois est passée de la nettoyage de table à la gestion d'un empire. Elle a prouvé que votre valeur n'est pas définie par votre uniforme, mais par votre esprit et votre âme. Gauthier pensait pouvoir l'écraser parce qu'elle n'était que laide. Mais il a appris à ses dépens que les personnes les plus silencieuses ont souvent les esprits les plus vifs. Léa ne parlait pas seulement 6 langues. Elle parlait la vérité. Et c'est la seule langue qui compte à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de romance et de justice, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Léa? Auriez-vous sauvé Omar ou l'auriez-vous laissé signer le mauvais accord? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous publions un nouveau drame chaque jour. Merci d'avoir regardé.